Un café, l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire, magazine proposé par l'association Evaleco pour la 4e ou 5e année, je crois. Plaisir d'être accueilli par Agora Côte d'Azur. Un café, l'audition qui ce soir va être présenté par Anne-Cécile Dutertre. Bonsoir. Bonsoir Anne-Cécile, Thomas. Bonsoir. Tristan Meignier. Bonsoir. Salut Tristan. Et Philippe Chemla. Bonsoir à toutes et tous. Eh bien, le développement durable, la transition écologique et pour nous l'économie solidaire, je pense que l'actualité montre que on ne se trompe pas. J'ai envie de dire malheureusement. Mais on ressent malgré tout, en tout cas pour le petit groupe que l'on représente et puis les actions qu'on essaie de mener, je crois pas mal d'énervement cette fois-ci. Complètement, c'est-à-dire que sur cette rentrée, donc on fait la rentrée de l'émission, on a été un peu précédé quand même, et pas qu'un peu, par l'actualité. L'actualité qui nous parle cette semaine du rapport du GIEC, qui nous revient cette fois-ci, donc 6e le GIEC, rapport. Donc, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Groupe d'experts qui propose des rapports depuis 1987, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, des rapports qui avaient été demandés à la base par le GIEC pour essayer d'y voir plus clair au niveau des changements climatiques. Donc, ouais. Au départ, Margaret Thatcher et Ronald Reagan pour pouvoir justifier l'utilisation de l'énergie nucléaire. Voilà. Donc évolution au fur et à mesure. Mais ça, voilà. Vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Le GIEC qui en est à son 6e rapport qui nous est proposé cette fois-ci. Alors, on va faire un léger point sur comment est-ce que ça fonctionne, ce rapport. Ce rapport, tout simplement, il faut voir un petit peu le GIEC qui fait tout son travail de recueil, travail auprès de différents scientifiques. Ce 6e rapport, cette année, recense plus de 6000 études scientifiques. Et ce qui est assez alarmant, c'est au fur et à mesure des rapports, on a un degré de certitude qui est de plus en plus haut. Cette fois-ci, on a un degré de certitude qui avoisine les 95% sur le fait que le réchauffement climatique observé est dû à l'activité humaine. Et ça pique. Ce sont les rapports du GIEC qui ont conduit aux accords de Paris en 2015, les discussions sur les objectifs de ne pas dépasser 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, et qui alerte sur les effets que l'on ressentira si déjà on arrive à ce réchauffement de 1,5 degré, mais ce qui se passe au-delà. Et peut-être que pour la première fois, le groupe d'experts, avec bien entendu toute la diplomatie qui les caractérise, lance une alerte nettement plus franche que jusqu'à présent. Enfin, que jusqu'à les rapports précédents, pardon. Et effectivement, ce rapport est déjà appelé dans la presse comme le rapport de la dernière chance. Et il est absolument catastrophique. Tu nous donnes quelques exemples ? Je donne quelques exemples. On avait prévu, si on faisait suffisamment d'efforts sur les derniers rapports, que 1,5 qui était déjà un scénario catastrophe, donc 1,5 degré de plus sur la surface de la Terre en 2100, on avait déjà prévu que ce serait compliqué. C'est-à-dire que ça correspond déjà à une montée du niveau des océans de 26 à 77 cm. Ce qui signifie tout simplement qu'on va avoir énormément de populations qui vont se retrouver complètement inondées. On va avoir l'urbanisation se fait le long des côtes. Voilà, de plus en plus. Donc on retrouve on est concerné aussi en France, hein, je précise. La côte atlantique est concernée aussi par ce niveau des océans, mais pas que. On a en Chine, par exemple, où il va y avoir énormément de problèmes, sans parler de tous les États insulaires, toutes les îles qu'on retrouve notamment dans le Pacifique qui vont être plus qu'impactées. On en entend déjà beaucoup parler. On parle depuis plusieurs années de réfugiés climatiques, quand même. On en parle depuis plusieurs années. On parle aussi de réfugiés géopolitique, mais un réchauffement climatique avec l'impact qu'il a à la fois sur l'urbanisation, à la fois sur la qualité des sols, sur l'agriculture, sur l'activité humaine, ça va générer forcément, et ça génère déjà, d'énormes problèmes géopolitiques. Donc, en plus de ce qu'on connaît déjà, qui est très très médiatisé, on va avoir d'énormes mouvements de population qu'il va falloir gérer, anticiper. C'est quelque chose qui, pour l'instant, paraît excessivement compliqué. Tu dis que c'est extrêmement médiatisé. Vous êtes tous les trois jeunes, enfin
très jeune par rapport à moi. Vous ressentez ça comment? Est-ce que vous pensez que vous êtes correctement informé? Est-ce que ce sont des enjeux qui vous touchent ou pas plus que ça? Il faudrait peut-être en parler sur Fortnite. C'est une solution. Non, actuellement, on n'est pas vraiment informé plus que ça. Je pense que les jeunes joueurs sont surtout informés par YouTube et essentiellement par YouTube en fait, par leurs youtubeurs. Et c'est vrai que certains youtubeurs, comme le Grand JD, Doc7, se sont spécialisés, ont fait des vidéos là-dessus qui sont très intéressantes. Mais pour ce qui est des youtubeurs qui englobent la grosse partie de tout ça, c'est encore un sujet qui est presque tabou, j'ai envie de dire. Il faut préserver leur quantité d'abonnés et ne surtout pas les décevoir, surtout pas montrer un contenu différent. Oui. Donc on reste en fait sur les mêmes pressions que peuvent rencontrer certains médias, et j'aurais tendance à rajouter à tout ça en parallèle, même si on parle pas forcément de géopolitique dans certains, on parle notamment de YouTube là sur certains youtubeurs, on a quand même énormément de mobilisation et d'autant plus un regain d'intérêt à la fois pour les internautes mais aussi pour les youtubeurs sur cette question justement qu'a soulevé le GIEC il y a quelques jours. Moi j'ai vu une énorme mobilisation qui touche de plus en plus de personnes, y compris des jeunes publics, et sur ces questions de géopolitique qui sont quand même des questions très compliquées. On va dire c'est pas forcément le premier centre d'intérêt, on va dire pour les jeunes. On a notamment énormément de vulgarisation qui rend accessible toutes ces problématiques, qui permet aussi d'y réfléchir à tout âge. Et pour toi, Tristan? Alors moi, je pense que il y a une différence entre être informé et agir en fait. Je pense que les jeunes en fait ils sont déjà pas mal informés en fait là-dessus, mais ils ont pas envie d'agir en fait. Est-ce que c'est pas envie d'agir ou pas d'occasion d'agir? Est-ce que c'est plus l'envie? L'envie vraiment. Ouais. Et alors, moi, je pense avoir un bout d'explication, bien sûr, ça sera jamais une explication complète, mais effectivement, les rapports du GIEC, il s'agit pas que ça, mais les rapports du GIEC sont de plus en plus catastrophiques. Ce qu'on entend au fur et à mesure de l'évolution sur ce qu'on essaye de faire sur cette question du réchauffement climatique, sur cette question de qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, à force de se manger des murs, tout simplement. C'est vrai que plus on est jeune, moins on voit où est-ce qu'on pourrait agir. C'est vrai que ça peut être un frein excessivement puissant. Pourtant, vous êtes la première génération qui risque d'être directement concernée. Je suis désolé, je veux pas faire de l'écologie politique, punitive ou voilà. Mais comme je l'ai dit en introduction, peut-être qu'on va être conduit à changer de mode de fonctionnement et être peut-être, pour ce qui concerne en tout cas Evaleco et plus largement les structures qui gravitent autour de la coopérative Tetris, plus nerveux, je dirais pas agressif, mais compte tenu de ces urgences. Vous avez à peine plus de 20 ans. Moi, je souhaite que le GIEC, malgré tout, se trompe un petit peu, mais vous êtes en première ligne, quoi. On est complètement en première ligne. Alors, j'espère aussi qu'on se trompe, parce que autour de cette table, on est quand même déjà engagé. C'est-à-dire que je présente Tristan. Vous avez entendu son nom. Tristan est volontaire en service civique. Il s'est engagé aujourd'hui. Avec Thomas, on est dans l'association Evaleco depuis un moment. On a été aussi volontaire. On a décidé de faire ce choix dans notre vie, effectivement, de s'engager. Aujourd'hui, on est salarié et au quotidien, on essaie de faire tout ce qu'on peut, d'avancer sur ces sujets. Reprenons cette discussion et Thomas, tu disais alors Thomas, tu animes un certain nombre d'ateliers, notamment dans certains lycées. Tu nous disais avoir remarqué une chose qui te perturbe un petit peu. J'ai été amené du coup à faire des ateliers avec des collégiens, des lycéens, des ateliers qui portent sur l'informatique verte, donc à consommer du numérique responsablement. Et prendre conscience des impacts du numérique, que le numérique n'est pas magique. C'est ça, tout à fait. Et de l'alimentation durable. Donc j'ai pu confronter des très jeunes adolescents à ces questions sur le développement durable et sur la consommation. Et ce que je remarque presque tout le temps, c'est que les jeunes ne réagissent pas. Pour eux, c'est presque de la fiction. Et est-ce qu'on peut du coup leur parler légitimement de scénarios de fin du monde ? Et parce que je pense que si on faisait ça, ça les ferait réagir
Après, est-ce que ça ferait agir, je ne sais pas. Mais au moins, je pense qu'il pourrait mesurer la réalité de la chose. Alors, est-ce qu'on peut parler scénario fin du monde ? À ton avis, Tristan ? Alors moi, je pense que, en fait, s'ils réagissent pas, c'est parce qu'en fait, ils voient beaucoup ce genre de scénario catastrophique au cinéma, dans les jeux vidéo et dans plein d'autres médias. Donc on n'arrive pas à croire que ça puisse être une réalité. C'est ça. En fait, ils voient tout le temps ça comme une fiction et ils le voient pas concrètement. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que, en fait, c'est pas une question de génération, c'est pas uniquement les jeunes, c'est l'homme en fait ne se rendra jamais compte en fait de ses erreurs. Il se rendra compte uniquement de ses erreurs lorsqu'il sera dans le mur, en fait. D'accord. Il faudrait que ça nous ait pété à la gueule pour qu'on se mette à réagir. Et toi, Anne-Cécile, qui travaille quand même beaucoup sur l'engagement et l'engagement citoyen, tu as la même impression parce que tu rencontres des personnes très différentes. Je rencontre des personnes très différentes et je suis amenée aussi à sensibiliser sur cette question de l'engagement. Et je suis confrontée à la fois au même genre de réaction que Thomas peut rencontrer quand il parle alimentation, sur cette question de ça me concerne pas, enfin c'est pas vraiment ici, ou bien ouais, on verra quand j'aurai le temps, on verra quand j'y pense, là ça m'intéresse pas trop. Sauf que cette question de l'engagement, je rencontre l'exact opposé sur des jeunes et des moins jeunes, donc des volontaires, des bénévoles, des personnes qui cherchent un sens dans leurs projets, des personnes qui créent des projets pour avoir un sens, ou bien qui lâchent tout justement pour retrouver du sens dans leur travail, dans ce qu'ils font au quotidien. Des porteurs de projets d'entreprise aussi, qui viennent nous voir et qui cherchent à créer des activités, alors qui aient du sens pour eux, mais qu'ils mettent, en tout cas, mais en même temps, ce sont ceux que l'on rencontre nous, parce que c'est ce que nous proposons, de développer des activités dans la perspective de la transition écologique et solidaire. Alors ça peut-être ça biaise un petit peu les choses, mais on rencontre, je pense plus largement des personnes en quête de sens. Et je trouve que mine de rien, on pourrait avoir des personnes qui cherchent du sens pour eux, alors qu'on a quand même une partie d'abnégation de se dire ouais, ok, alors là j'ai travaillé de cette façon dans tel type d'entreprise depuis des années, là ça va plus, il faut que je fasse quelque chose, et ça se matérialise sur un projet qu'ils vont porter. Donc je trouve qu'on n'a pas juste quelque chose, donc on n'arrête pas de dire oui à la montée de l'individualisme, etc. Je trouve que sur cette question qui est aussi la question des nouvelles formes de projets qu'on trouve autour de cette économie de la transition, je trouve qu'on a de plus en plus de mouvements en parallèle, donc peut-être un fossé qui se creuse entre deux approches. Rassurez-moi, le fait que Thomas, tu nous dises qu'une majorité des lycéens ou des collégiens que tu rencontres, tu les sens pas motivés, toi, ça te démotive ? Alors non, bien au contraire, mais ça presque instaure de la rage dans le combat. Bon, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais c'est vrai que c'est de plus en plus désespérant. Et oui, voilà, c'est ça, c'est cette innocence de la jeunesse en fait, cette incompréhension et cette volonté aussi de ne pas comprendre, de préserver ce quotidien qu'on leur a donné depuis qu'ils sont tout petits, exaspère, donne la rage de vaincre en fait. C'est vrai que ça permet de se lever tous les jours. C'est, je pense pas enfin, dis-moi si t'es d'accord avec moi, mais j'ai pas l'impression qu'on soit dans quelque chose qui nous freine. Au contraire, enfin, on sait plus on se rend compte qu'il y a un problème. Plus on se dit on est au bon endroit. Enfin, c'est là où il faut être aujourd'hui, et plus on aurait tendance à inviter aussi sur cette question-là. Thomas ? Alors, l'être humain, c'est vrai qu'il déteste l'injustice, et je pense que plus on mettra d'injustice à un être humain, et je pense que l'écologie, de la façon d'être traitée aujourd'hui, peut être considérée comme une injustice. Et la justice, ça fait toujours plus avancer. Plus il y aura d'injustice, et plus il y aura des gens qui auront la niaque pour la combattre. Allez, on va continuer cette conversation. Un café, l'audition, le magazine de l'économie solidaire et du développement durable présenté par l'association Evaleco. Deuxième partie, on va continuer cette conversation autour des différents enjeux de la transition écologique et solidaire. On discutait tout à l'heure de ce qui nous énervait un peu là cette année. Un peu plus que d'habitude, on va dire. Et on a quasiment tous eu l'occasion d'échanger pourquoi ça nous énervait, comment on se sentait vis-à-vis de ce rapport du GIEC qui nous revient encore une fois sur un scénario pire que catastrophe cette fois-ci. Sauf toi, Philippe, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Moi, j'en pense plus rien là. Moi, j'arrête de penser. Je trouve que on a suffisamment d'éléments, on a suffisamment de données. C'est bon, quoi. Faut arrêter de parler et il faut faire.
Et je pense que vraiment, c'est le passage à l'action aujourd'hui qui est nécessaire. C'est aussi pour ça qu'on a avancé depuis Evaleco vers la création de la société coopérative d'intérêt collectif Tetris, qu'on prend beaucoup de risques. On fait tout ça bien entendu avec un soutien de la collectivité ici qui fait preuve de beaucoup de volontarisme pour une petite communauté d'agglomération, enfin relativement petite, mais vraiment c'est le faire qui me paraît être aujourd'hui l'absolue nécessité. On n'a plus le temps de causer, quoi. Et ce rapport et la façon dont il a été présenté aussi, même si au départ les entames des journaux c'était la géo-ingénierie va nous apporter, la technoscience va nous apporter des solutions. Très 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 vite, les journalistes se sont rendus compte qu'ils étaient en train de dire une grosse connerie et ils ont réaxé sur ce que signifiait aujourd'hui, ce que exprimait aujourd'hui j'ai envie de dire ce énième rapport du GIEC, parce que les éléments sont là. Ce qui nous permet aussi de t'accueillir, Pascal. Et toi, tu es chercheur. Tu es un scientifique. Oui. Tu nous parles un peu de ce que tu fais ? Oui, donc moi je travaille donc dans une société qui est une société privée qui fait partie d'une très grosse coopérative française. Et on travaille depuis une 40aine d'années à mettre en place des solutions alternatives, donc des solutions alternatives pour l'agriculture. Et ce sont des solutions qui sont à base de macro-organismes, donc d'insectes, d'acariens, de petites bêtes, qui permettent de lutter contre d'autres petites bêtes. C'est-à-dire que vous essayez de trouver des solutions qui soient non chimiques, c'est ce que tu veux dire ? Ouais, c'est ça, non chimiques de synthèse en tout cas. Et là, nous, en l'occurrence, on est spécialisé sur l'élevage d'insectes et d'acariens. Il faut savoir que ça veut dire qu'on élève des milliards et des milliards d'insectes et d'acariens pour lutter contre les insectes et les acariens qui, eux, sont des ravageurs. Ça s'appelle le biocontrôle, c'est ça ? C'est ça, ouais, c'est du biocontrôle et c'est quelque chose qui est très ancien. Ça a existé déjà il y a pratiquement un siècle, c'était déjà mis en place. Ensuite, le tout chimique a complètement fait disparaître ces méthodes-là et c'est revenu il y a une trentaine d'années. Avec l'exemple du trichogramme. Le trichogramme, c'est une toute petite guêpe, c'est une micro-guêpe, ça fait 0,3 mm, ça attaque les œufs de la pyrale du maïs, qui est le papillon ravageur du maïs. Il faut savoir que c'est un des plus grands succès de lutte biologique, ça a été fait en France par des équipes françaises de l'INRA, et ça fait à peu près une centaine de milliers d'hectares en France de maïs qui sont traités, donc non pas avec des pesticides, mais avec des toutes petites guêpes pour lutter contre ce papillon. Ça veut dire que Monsanto, c'est pas tes copains, quoi, c'est ça ? Donc on travaille pas tout à fait avec le même objectif. Ce qu'on connaît le mieux, je crois, en France, ce sont les coccinelles. C'est ce qui. Oui, les coccinelles, on les a mis. C'est ma société qui a mis ça en place. C'est moi qui ai mis en place ces élevages il y a déjà presque 20 ans maintenant. C'est tout près d'ici. C'est rigolo, mais en fait, on est local puisque la société qui s'appelait avant Biotop, je peux le dire, parce on a changé de nom, mais elle était un petit peu connue puisqu'elle est basée sur Valbonne, et c'est là où on avait notre centre de production de coccinelles et d'autres insectes. Et maintenant, c'est un centre de R&D. Et au sein de la R&D, moi, en particulier, je m'occupe de tout ce qui est innovation. Et vous diffusez comment ? On diffuse. Il y a plusieurs façons de diffuser les produits, mais en fait, on a un groupe maintenant qui est quand même un petit peu international. On a des gens au Canada, aux États-Unis. On est en train d'aller un peu sur l'Amérique du Sud. On a des gens au Portugal, en Espagne, dans tous les pays d'Europe pratiquement. On a un centre de R&D donc qui est basé ici à Valbonne, et on a aussi des gens à Clacton. Donc ça, c'est une ville d'Angleterre. Donc on a des gens en Hollande, partout il y a des serres, partout il y a des produits chimiques qui sont utilisés et on peut utiliser des solutions alternatives, on est présent. Thomas ? Alors, une question qui peut peut-être paraître stupide, je ne sais pas, mais la solution, est-ce que c'est la solution ou est-ce que c'est une solution ? Alors moi j'ai plutôt coutume de dire que la solution c'est un ensemble de produits, et donc dans ces produits-là il y a les éléments de biocontrôle. Donc quand on fait de la protection biologique intégrée, normalement le biocontrôle c'est au cœur du système. C'est-à-dire qu'on commence par la protection biologique, et si ça dérape, si on a des soucis, on peut utiliser d'autres méthodes, voire même des méthodes chimiques si vraiment on n'y arrive pas. Mais c'est basé, le cœur du système est basé autour de l'utilisation de ces méthodes alternatives. Et quand on utilise des insectes ou des acariens, on est très vite limité avec des produits compatibles, parce qu'en fait en chimique il y a peu de produits qui sont compatibles, voire pas.
Moi, je trouve ça assez intéressant sur cette question de c'était fait il y a hyper longtemps. On a réétudier ce sujet-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas tout un panel en fait de solutions? On aborde des questions climatiques depuis tout à l'heure. Tu nous présentes effectivement quelque chose d'absolument colossal qui se passe à l'échelle locale, dont tout le monde entend parler. Et qu'est-ce qu'on a d'autre du coup au niveau local? Parce que, comme tu disais, Philippe, tout à l'heure, là, il s'agit, on peut continuer à discuter pendant des années, sauf que l'action, c'est maintenant. Les problèmes, on les a maintenant. Je te fais un exemple. À partir de Valeco et de la coopérative Tetris, on travaille sur une agriculture, enfin de maraîchage urbain ou périurbain. On se rend compte qu'il y a de nombreuses espèces invasives, végétales et animales, beaucoup végétales, voilà. Mais tu vois, spontanément, on n'a pas accès. On a accès à cette information. On travaille, le réseau de chercheurs de Tetris amène cette information et on demande de l'expérimentation, mais c'est difficile à obtenir. C'est difficile à obtenir parce que en tant que structure de l'économie sociale et solidaire ou en tant que particulier même, eh bien, d'abord l'information est relativement difficilement disponible et les savoir-faire ne sont pas transmis ou mal, je sais pas. Oui, bon, nous, notre société... c'est pas toi, hein. Non, bien que. Mais bon, non. Oui, bon, on a des informations sur notre site internet, comme toutes les sociétés maintenant. Bon, voilà, c'est truffé d'informations. C'est vrai que pour la personne qui connaît pas trop, c'est pas si facile que ça. Ça s'adresse quand même un peu plus aux professionnels. Je pense que oui, l'information, elle existe. Il y a pas mal de problèmes qui pourraient être réglés éventuellement, mais en fait, on en revient toujours à la question de l'argent, quoi. C'est des financements. Alors nous, on est privé, donc on peut effectivement dire, bah ouais, eux, ils vont travailler que pour des sujets dans lesquels derrière, ils vont récupérer leur argent, voire en gagner. Et c'est vrai, ça fait partie des choses qui nous limitent, qui me limitent moi dans ce que j'ai envie de faire. Mais en fait, quand on parle même des institutionnels, c'est finalement ils sont au même niveau, c'est-à-dire qu'ils ont de quoi financer leur labo, etc. Mais quand ils veulent étudier quelque chose, ils attendent d'avoir des sous pour le faire. Donc en fait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est un sujet sur lequel on reviendra régulièrement cette année, puisque un des terrains d'application des Valeco et de la coopérative Tetris, c'est de travailler sur des modèles économiques alternatifs. On comprend bien, nous aussi, on se met pas différent des autres. On sait bien il est nécessaire malgré tout d'avoir des modèles d'affaires qui restent, qui puissent être un minimum solides. Mais on considère aussi que si on n'est pas capable de modifier l'ensemble des critères qui permettent de qualifier aujourd'hui, au regard de ces enjeux, les enjeux dont on parle là, de qualifier ce que représenterait effectivement un vrai modèle d'affaires qui répondent aux enjeux de la transition écologique, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas puisque il faudra aller chercher faire du profit pour arriver. Enfin, le problème ne peut pas être en même temps la solution, quoi. Non. Bon, effectivement, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon économique, donc c'est ça, effectivement. Moi, je suis dans une société privée, donc ou même un chercheur dans son labo, il a besoin d'argent pour fonctionner. Et en même temps, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce qui se passe actuellement au niveau de notre environnement, est-ce que les soucis de plantes invasives, de toutes ces choses-là, est-ce que c'est du ressort vraiment du privé? Est-ce que c'est du ressort d'un laboratoire qui attend des sous, ou est-ce que c'est ressort du collectif? Et donc, est-ce que l'État doit pas injecter de l'argent pour trouver des solutions, même si quelque part, au bout du bout, c'est pas rentable en termes financiers, mais c'est rentable pour l'environnement. Et pour l'instant, l'État injecte de l'argent, mais pas suffisamment pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et donc, je vois régulièrement des sujets de plantes ou d'insectes invasifs sur lesquels on pense, nous, à des idées, on pense qu'il y a des solutions, mais on est coincé parce qu'il n'y a pas d'argent injecté pour pouvoir développer le modèle, ou parce que si demain on sait produire cet insecte, par exemple, son coût sera trop important, personne va vouloir l'acheter, et on n'a pas en France un système où les régions, les villes, tout ça seraient prêts à financer ce genre de moyens de lutte. C'est la particularité des modèles de l'économie solidaire, où on va essayer d'hybrider les ressources, ce qui veut dire qu'on va chercher à
construire des modèles où il y aura à la fois de l'échange marchand, monétaire, ou pas forcément monétaire, mais en tout cas de l'échange marchand, des subventions. Nous, on dit que c'est du produit de la redistribution, ce qui veut dire que lorsque le public va soutenir une initiative, il va la soutenir parce qu'elle a un sens. Et puis ensuite, tout ce qui peut renforcer le modèle grâce aux coopérations, grâce aux mutualisations, grâce aux échanges, tout simplement. Ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. Comment collectivement on va être capable, au regard de ces enjeux, de s'organiser pour que, la solution ne soit pas que le tout marché, c'est ce que tu exprimes en disant je travaille pour une boîte privée, mais en même temps je vois bien que la limite au développement de solutions, c'est le fait que tout passe par le marché, que ça ne peut pas être non plus du tout public. Parce que ça porte les limites en soi, mais que ce sont des démarches qu'on est obligé de qualifier d'innovantes. On parle, nous, de démarches d'innovation sociale, Anne-Cécile, pour tenter de construire des solutions qui ne soient pas du tout privées, du tout publiques, mais quelque chose au milieu, et avec une participation citoyenne la plus large possible, la plus profonde possible. Voilà, et encore j'ai l'impression qu'on boucle la boucle, c'est génial. Et cette question du coup de la participation, cette question de quelle est notre place de citoyen, vous auditeurs, quelle est votre place de citoyen aussi, c'est-à-dire que tu nous parles d'innovation sociale. Dans l'innovation sociale, il y a un truc qui est quand même hyper important, c'est justement cette participation de tous les acteurs. Qu'on parle des partenaires dans la recherche justement de cette innovation, qu'on parle des bénéficiaires, les personnes qui vont bénéficier en fait à la fois du processus et de la façon dont ça pourra aboutir, mais c'est justement par cette participation, c'est par cet engagement, plus loin que juste une question de participation, qu'on arrive à quelque chose. Tu parles de modèle économique pluriel, à partir du moment où on commence à voir autrement que juste tout public ou tout privé, je pense que c'est aussi nous en tant que citoyens, là il est temps de prendre notre place. Vas-y Pascal. Ouais, si je peux vous donner un exemple pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, j'ai un exemple d'il y a pas très très longtemps, ça doit remonter à moins de 10 ans, 8-10 ans, quelque chose comme ça. C'est un exemple sur le marché espagnol, donc il y a à peu près 15 000 hectares de poivrons dans une région, enfin dans plusieurs régions, mais vraiment concentrés dans une région en Espagne. Et il y avait, c'est une culture, le poivron, sur lequel on peut vraiment faire de la protection intégrée très facilement, sous serre, dans un modèle économique. Vraiment, c'est assez facile. Mais voilà, comme c'est un peu plus cher que le chimique, c'est vrai que sur les 15 000 hectares, il y avait 2000, 2500, je me rappelle plus très bien, hectares qui étaient faits en PBI, donc en protection biologique. Et puis, à un moment donné, les consommateurs allemands étaient alertés par Greenpeace. Je crois que c'est Greenpeace qui a fait ça. Il a fait des contrôles sur les poivrons, parce que les Allemands sont des gros consommateurs de poivrons. Et en fait, c'était rempli de pesticides interdits, etc. Enfin bon, un gros scandale. Et du jour au lendemain, l'Allemagne a fermé les frontières sous la pression des gens, donc de nous, du consommateur. C'est là où je veux en venir, c'est qu'on a ce pouvoir-là. Et en l'espace de 2 ans, les 15 000 hectares de poivrons en Espagne sont passés en PBI. Donc voilà, c'est tout. Oui, le pouvoir, il est aussi entre nos mains, quoi. Et des exemples comme ça, j'en ai pas mal, mais ce serait un peu long là. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, ce qui effectivement, c'est se mobiliser et puis c'est faire. Et puis peut-être qu'on va conclure sur ce que l'on propose de tenter de faire ici en Pays de Grâce, à partir d'un tiers-lieu de la transition écologique. Alors faire, pour ceux qui me disent je sais pas quoi faire, je sais pas où faire, la bonne nouvelle, on est en train de s'installer justement en plein cœur de Grasse, sur un tiers-lieu qui est absolument immense, avec énormément de projets qui n'attendent que vous. Les Grassois connaissent bien ce site, c'est le site de l'école de Sainte-Marthe qui jusqu'à présent accueillait l'école primaire de l'Institut Fénelon, qui donc a déménagé et puis maintenant dans de très très beaux locaux à proximité, et donc la congrégation religieuse de femmes qui est propriétaire de ce site a trouvé du sens au projet de transition écologique que portent Evaleco et Tetris, et puis depuis un mois, eh bien on est là et on nettoie et on s'installe. Et on vous attend avec plein de choses. En fait,
tous ceux qui se posent la question depuis tout à l'heure, ouais bon c'est gentil, qu'est-ce que je fais moi? Ça tombe bien, on a plein de choses pour vous. On a un projet qui s'appelle le Jardin des Connexions, qui est en train de se mettre en place, qui est vraiment un espace de réappropriation aussi citoyenne des jardins urbains. Donc où vous pouvez déjà venir vous renseigner comment ça fonctionne. C'est inspiré aussi de toutes les démarches permaculture, où on va essayer d'imaginer justement comment faire autrement au niveau agriculture accessible, au niveau faire et apprendre et mettre en œuvre. L'objectif, c'est de contribuer à développer une agriculture urbaine et périurbaine. On en a parlé plusieurs fois à cette antenne, hein, le déficit de souveraineté alimentaire des Alpes-Maritimes en général, 72 heures, voilà. Mais aussi travailler du coup dans une perspective d'adaptation, dans une perspective de résilience du territoire. Je vais quand même préciser que à côté de la permaculture, on cherche aussi à voir quelle technologie pourrait être utile. Hein, on essaye à chaque fois de vérifier dans quelle mesure certaines technologies peuvent être ou pas pertinentes, et on a quelques prototypes qui sont développés. Il y a des activités associatives qui sont liées notamment à l'économie circulaire de territoire. Donc je pense notamment, tu veux parler de l'association Teddy. Teddy qui depuis quelques années fait une action pour reconditionner du matériel informatique. Donc dans une région où il y a quasiment pas de solution et encore moins accessible pour les habitants. L'objectif c'est de récupérer donc du matériel qui peut être réparé, reconditionné, remis en état et réenvoyé dans les circuits pour ceux qui n'ont pas les moyens normalement d'accéder à avoir un ordinateur, etc. Mais c'est aussi utiliser un ordinateur en fonction de son besoin. On n'a pas forcément besoin d'avoir un ordinateur machine de course lorsqu'on a juste besoin de faire des mails, un petit peu de traitement de texte et puis aller regarder quelques vidéos. Il y a aussi l'association Choisir qui elle fait la même chose mais avec les vélos. Donc avec un atelier où chacun peut venir apprendre à réparer son propre vélo. Ce serait trop bête de l'avoir sur le balcon avec une roue crevée sans avoir ni les compétences et ou le matériel pour le remettre sur roue, pour le coup. L'objectif de cette association est de lever effectivement les freins à l'usage du vélo, qui est une alternative. Là, on parlait du GIEC et de l'impact sur le climat. Le vélo est pas trop mal pour agir au quotidien. Donc pour tous ceux qui ne savent pas non plus faire de vélo, bonne nouvelle, il y a aussi une vélo-école pour tous les âges. J'ai testé, j'approuve. L'alimentation, Thomas ? Alors l'alimentation, du coup, nous on fait des ateliers d'alimentation qui proposent d'utiliser des outils comme Chronometer ou Open Food Facts. Et on propose également des ateliers avec les jeunes pour en collège et lycée. Pour leur apprendre les bases de la nutrition. Voilà, si vous voulez venir nous rencontrer, c'est 21 avenue Chiris à Grasse, et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Merci et très belle soirée sur Agora Côte d'Azur. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.